Donc bonjour à tous et bienvenue pour les dernières conférences de ce week-end. Donc cette conférence s'appelle Zéro déchet. Peut-on consommer, excusez-moi, en produisant moins de déchets dans la société actuelle. Donc ça vous sera présenté par Monsieur Jérémy Pichon, qui a servi pour des ONG socioculturelles, environnementales et humanitaires pendant près de 20 ans. Qui en 2014 a décidé de se lancer en famille dans un défi zéro déchet et qui est passé en 3 ans de 390 kg de déchets à 1 kg, soit à peu près un bocal par an, et qui a aussi écrit de nombreux livres qui sont illustrés par sa femme. Donc merci beaucoup Jérémy d'être avec nous ce soir pour ces dernières conférences proposées par la COP. Donc je vais vous laisser parler et ensuite on répondra aux questions du public. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton Ask a Question pour poser une question. Sinon vous pouvez toujours les poser dans le chat. Donc je vous laisse la parole. Merci Simon. Ouais, merci. Bonjour à tous. Ça me fait bizarre de faire une conférence assis dans mon canapé. D'habitude je suis plutôt face à des salles. Alors pour résumer un petit peu et prendre peut-être 10 minutes pour me présenter, effectivement moi j'ai commencé il y a maintenant quelques années, en 98. À l'époque on commençait à parler réellement de changement climatique et à l'époque j'étais militant pour Attac. Je suivais toutes les aventures de cette ONG-là pour la transaction financière, etc. Et puis en 2001, j'ai rejoint une association, j'étais passionné de glisse, de surf, de snowboard, rien de très écologique malheureusement. Et j'ai rejoint l'association Mountain Riders, qui était naissante. J'en ai pris la direction et on l'a développée. Et c'est là que les déchets sont rentrés dans ma vie. Souvent on me demande, mais comment ça a commencé? On a commencé à faire des ramassages de déchets sur les pistes de ski en 2001. Donc on attendait que la neige fonde et au printemps, on remontait les télésièges et on nettoyait tout ce que le tourisme de masse a pu laisser, c'est-à-dire les emballages de goûter, les bouteilles d'eau minérale, les gants, les skis, les lunettes, etc. Et puis on nettoyait aussi les bords de rivières. Et je me suis rendu compte que le tourisme de masse allait générer, de par la fréquentation, beaucoup de déchets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai pérégriné dans d'autres associations. Je suis passé par l'humanitaire, Action contre la faim. Et j'ai travaillé pour Surfrider à Biarritz, sur la côte basque. Et j'ai ramassé les déchets sur la plage. Donc, et c'est en 2014. J'emmenais donc les enfants, les entreprises, les élus sur la plage, ramasser les déchets. Je leur expliquais le fléau qu'était le plastique. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on en est à 14 millions de tonnes annuelles de plastique balancées dans l'océan, c'est-à-dire à peu près entre 200 et 400 kilos par seconde, ce qui est énorme. Et donc je rentrais chez moi en 2014 et je continuais à mettre du plastique dans ma poubelle. Donc moi qui étais plutôt écolo, a priori plutôt engagé, un compost, une alimentation bio, etc. Je continuais à gérer des déchets, notamment plastiques, que je mettais dans ma poubelle. Donc à ce moment-là, on s'est dit, il y a un problème. Nous, on est au courant, on est conscient, et pourtant, on jette une poubelle chaque semaine. C'est à peu près une par semaine. Il faut savoir qu'un Français, c'est à peu près une poubelle tous les 3 jours. Une poubelle ménagère, ce qu'on appelle les déchets ménagers résiduels, les DMR, qui est la poubelle qu'on a dans la cuisine. Donc nous, on a acheté une par semaine, donc on s'est dit, c'est pas possible, donc on a pris notre poubelle et on voulait voir ce qu'il y avait dedans. Comment ça se fait que ce système que l'on dénonce, pour lesquels on essaye de lutter, continue de nous rejoindre et on continue d'avoir ces plastiques-là? Donc on a pris la poubelle, on est allé dans le jardin et on a regardé. Et à partir de là, on s'est dit, est-ce que c'est possible d'éviter tous ces déchets? Est-ce que c'est possible de vivre, et c'est le titre de la conférence aujourd'hui, est-ce que c'est possible de consommer sans produire tous ces déchets-là? On s'est lancé un défi. À l'époque, le zéro déchet n'existait pas. On avait Bea Johnson qui venait de sortir un livre depuis la Californie, depuis quelques mois. On ne la connaissait pas. Et on a lancé un mouvement qui s'appelait Nos Poubelles. À l'époque, on a lancé un blog pour expliquer notre petite aventure. Tout le monde nous a pris pour des fous, évidemment. Mais ça, on avait déjà un peu l'habitude, vu les années qu'on est passé à être dans le militantisme. Et on a commencé, première année, on est passé à une poubelle par mois. Donc on a commencé à réduire sérieusement, juste en essayant d'éliminer ces déchets que l'on avait trouvés dans notre poubelle, en disant, celui-là, comment le remplacer? C'est ça qu'on s'est posé comme question. Comment remplacer
ce déchet, continuer à consommer ce dont on a besoin, et essentiellement de l'alimentation, hein, liée aux emballages, sans avoir cet emballage. Et puis, deuxième année, on est passé à une poubelle en 6 mois. Et la troisième année, en forçant un petit peu le trait, en allant au bout de notre démarche, on est passé à un bocal d'1 litre, hein, vous savez, ce parfait où on met les haricots verts de notre grand-mère, un bocal pour 4 par an. Donc, environ 1 litre, environ 1 kilo, plusieurs déchets, bien sûr, en recyclable, mais alors, on avait beaucoup réduit par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis, un compost, alors un compost magnifique, hein, quand on fait du zéro déchet, on achète essentiellement des produits bruts. Donc, on se retrouve avec un compost absolument extraordinaire. Donc, comment on a fait? Ben, il n'y a pas vraiment de miracle, on n'est pas des gens exceptionnels, on a juste essayé de changer notre mode de vie, changer nos logiques d'achat. Et pour ça, on s'est rendu compte que dans la poubelle, il y avait 3 types de déchets. Il y avait d'abord les déchets organiques, c'est-à-dire tout ce qui est issu des déchets alimentaires, les épluchures, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'en faisant un compost, on éliminait un tiers de la poubelle. Deuxième tiers, c'est l'emballage agroalimentaire, donc tous ces plastiques à usage unique, aluminium, barquettes, etc., qui nous polluent réellement, hein, au sens propre, au sens figuré. Donc on s'est dit, bah, ce deuxième tiers, en n'allant plus en supermarché, on élimine tous ces emballages-là. Et c'est ce qui s'est passé. On a changé notre mode d'alimentation et notre mode d'achat pour essentiellement des circuits courts et des circuits directs. C'est-à-dire qu'on va sur le marché et on achète nos fruits et légumes à notre primeur, qu'on met dans notre panier ou dans notre caddie directement, pas besoin d'avoir un sac plastique pour 3 pommes. Ensuite, on va chez notre fromager, on prend nos tupperwares, nos bocaux, alors la crème fraîche dans le pot, les petits fromages dans notre tupperware, et tout ça va dans notre caddie. Pareil pour le boucher qui est juste en face. Alors, on a beaucoup réduit la consommation de viande, mais il nous en reste un petit peu. Et pareil, on l'a mis dans nos contenants. Et puis, il y a un magasin de vrac au bout du marché qui s'appelle la Vrac Mobile, et chez qui on va chercher nos pâtes, notre farine, le sucre, les besoins cosmétiques, c'est-à-dire bicarbonate, etc. Pareil avec nos petits sacs en tissu, et on remplit. Et vous voyez que juste en changeant ce mode de consommation, ce mode d'achat essentiellement, eh ben, on a enlevé tout ce qui était emballage agroalimentaire, les emballages de chips, les emballages de viande, les emballages de plats déjà préparés. Et ensuite, le troisième tiers de la poubelle, c'est tous ces objets de la consommation qui cassent et qui vont remplir notre bouteille. Je pense aux jeux des enfants, un stylo, voilà, tous ces objets de consommation, tous ces biens d'équipement qui vont finir leur vie, la plupart du temps, non pas au recyclage, mais évidemment incinérés ou enfouis, donc dans notre poubelle. Et donc pour ça, on a appliqué les 4 R, c'est-à-dire on a commencé par réduire nos achats, on a essayé de réparer au maximum, de réemployer, donc c'est-à-dire d'utiliser au maximum les circuits d'occasion, et ce qu'on n'a pas pu éliminer, éviter avec tout ça, c'est le recyclage, c'est le dernier R. Voilà comment on est arrivé à faire un bocal au bout de 3 ans, simplement en changeant notre mode de vie, en décidant de changer nos habitudes, on a réussi à avoir ces résultats-là. Donc, le message, c'est que c'est possible. Oui, je donne déjà la réponse à la question de la conférence. C'est possible de consommer aujourd'hui dans notre société en réduisant au maximum nos déchets. Et on pourrait le faire à l'échelle collective. Hein. On peut le faire tous ensemble. On n'est pas obligé d'attendre que chaque individu le fasse. Et d'ailleurs, il va falloir accompagner ceux qui ne le font pas tout seuls vers des mesures collectives, politiques. C'est à ça que ça sert, hein, la politique. C'est à mettre en place des mesures à l'échelle de la communauté de communes, de l'agglo, accompagner le compostage collectif en bas des immeubles ou le compostage dans la cuisine, le lombricompostage, accompagner les circuits courts, réinstaller du maraîchage, faire la transition alimentaire sur les territoires qui nous permettra d'éviter d'aller dans cette grande distribution qui est générateur de déchets et de pollution. Et on s'est rendu compte voilà, qu'en s'attaquant aux déchets, au final, on s'attaque aux symptômes de notre société, qui est une société de la surconsommation, de l'extraction, de la transformation et in fine du déchet. Et en s'attaquant aux déchets, on s'attaque finalement au système. On va détricoter ce système-là, c'est un petit peu l'iceberg, toute la partie qu'on ne voit pas, tous ces déchets cachés qui sont liés à notre mode de consommation, on va pouvoir les réduire. Voilà. Donc le zéro déchet, c'est une logique de transition écologique. C'est une logique qui va nous permettre de faire notre transition, vous l'avez compris, dans 2 domaines, l'alimentation et la consommation. Évidemment, je ne parle pas du logement, je ne parle pas de la voiture, etc. Mais si on pousse le zéro déchet dans une logique globale, eh bien, on peut avoir une maison qui soit éco-construite, le plus local possible, le plus recyclable possible sur les matériaux, le moins de déchets possible,
On peut éliminer la voiture, la mutualiser, la réparer, la faire durer plus longtemps, etc. On peut aller vers une démarche zéro déchet dans tous les pans de sa société, de sa vie en tout cas, pardon, et faire une transition écologique. Voilà, résumé très rapidement en 10 minutes, c'est ce que vous vouliez, notre démarche et la démarche zéro déchet. Voilà, si vous avez des questions à partir de là, ben, je suis prêt à y répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ce résumé. Donc, on a déjà noté quelques questions. Donc, la première, c'est selon vous, quelles seraient les 3 mesures les plus importantes pour commencer le zéro déchet et réduire au maximum sa consommation de déchets? Je l'ai dit, hein, la première mesure qui est intéressante, puisque c'est 1/3 de sa poubelle qu'on élimine, c'est le compost. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on est dans une logique aujourd'hui où on va mettre notre matière organique, nos déchets organiques, dans une poubelle qui va être enfouie ou brûlée. Et dans ces deux systèmes de traitement, l'enfouissement ou l'incinération, on va avoir des perturbations liées à cette matière organique. Sans compter le non-sens d'aller brûler des déchets verts. On est aujourd'hui en France dans un déficit de beaucoup de sols avec notre agriculture industrielle. Donc beaucoup de sols sont en déficit de matière organique. Cette matière, plutôt que la brûler, il faut la rendre à la terre. Si l'ensemble des Français compostaient leurs déchets alimentaires, on aurait une masse de matière organique qui peut retourner sur les sols, ce qui est la logique. Donc vraiment faire un compost, c'est une première mesure qui est facile, gratifiante et dont les résultats sont palpables tout de suite. 1/3 de la poubelle, c'est pas négligeable. La deuxième mesure, c'est de passer à l'acte, vraiment. Et ça, j'insiste là-dessus. On est beaucoup à avoir conscience de beaucoup de choses. On est conscient que notre société aujourd'hui n'est pas compatible avec la bonne vie de la planète, que ce soit les ressources en eau, les ressources énergétiques, l'écosystème. On est en train d'appauvrir et de détruire notre maison commune. Et je crois que passer à l'acte, ça manque pour beaucoup de gens qui ont pourtant conscience et qui se disent c'est pas à moi de le faire, c'est aux industriels, c'est aux politiques. On a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Donc je dirais que la première mesure, c'est de commencer, vraiment. Commencer, et on va se rendre compte qu'en commençant à faire du zéro déchet, eh bien, on va commencer à décortiquer un peu, analyser, et en fait c'est un engrenage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on n'a qu'une envie, c'est de s'améliorer. Et on se rend compte qu'on gagne en qualité de vie. Et ça, c'est important. Je reviendrai sans doute là-dessus pendant une heure. On gagne en qualité de vie, autant pour la santé, la qualité des aliments, le lien social, son portefeuille aussi. Hein, on fait beaucoup d'économies. Et on se rend compte que ce système-là est très vertueux. C'est un cercle vertueux. Donc, le fait de commencer, ça va vous entraîner sur tout ce qu'on peut faire après en zéro déchet. Donc, vraiment, ça, c'est important. Il ne faut pas hésiter, pas se dire je suis nul, hein, pas se dire c'est pour les autres, pas se dire je ne suis pas capable. Et de se lancer avec des premières mesures qui nous font plaisir. Ça peut être faire son propre dentifrice, ou faire juste les légumes, ou se faire livrer un panier. Voilà, ces petites choses-là vont faire qu'on va commencer et après continuer. Voilà, je crois qu'il y avait une troisième mesure. La troisième, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience et que ça se traduise dans les faits, qu'on ne peut pas continuer à consommer comme on consomme. C'est pas possible. Notre système aujourd'hui de Terre ne peut pas accueillir autant de prélèvements de ressources, autant de transformations avec autant d'énergie et autant de déchets au final. C'est-à-dire que cette économie linéaire, c'est une économie linéaire, hein, extraction, consommation, transformation, consommation, il faut changer ce modèle-là et aller vers une création de richesse qui peut être autre. Aujourd'hui, on sait qu'on peut créer de la richesse avec des services, avec du lien social, avec des territoires qui sont actifs. On peut le faire autrement. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on arrête de se dire je peux consommer comme je le veux, tout le temps, n'importe quand, et quoi que ce soit. Le premier R des 4 R, c'est réduire. Voilà, il faut qu'on réduise notre consommation. Et on s'en rend compte un petit peu avec le Covid depuis 1 an et demi. Finalement, de moins acheter et de moins consommer, ça ne rend pas plus malheureux. Et cette interrogation-là, elle est posée par beaucoup de gens de se dire j'ai pas consommé, j'ai pas pu acheter, les magasins sont fermés. Est-ce que finalement, j'en suis plus malheureux? Pas forcément. Donc, ça a au moins ce mérite-là. C'est de réinterroger notre consommation et l'idée de la réduction. Voilà. Elle est importante, cette idée. Hein. Ce n'est pas le recyclage qui va être la solution. Ce n'est pas la croissance verte qui va nous faire sortir de la croissance. Ça reste toujours une croissance basée sur l'extraction, la consommation d'énergie, la production de déchets. Donc, il faut qu'on sorte et qu'on réduise, qu'on aille vers une sobriété. Ça ne veut pas dire qu'on ne consomme plus, qu'on n'a plus rien, hein, mais au contraire, qu'on aille vers l'essentiel. Et cette interrogation-là, on doit tous l'avoir concrètement aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a relevé plusieurs questions qui étaient un peu reliées entre elles. Donc, ne peut-il pas y avoir un frein économique dans le sens où certaines personnes nous disent par exemple comment faire quand les pâtes dans les boutiques en vrac sont 4 fois plus chères que celles qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché quand on a un petit budget, par exemple quand on est étudiant. Oui, j'ai lu aujourd'hui que la moitié des étudiants français avaient 750 euros pour vivre par mois. Et je l'ai connu, hein, cette situation-là. Moi, j'avais des petits boulots pour réussir à mener mes études d'histoire géo pendant 5 ans à la fac. Donc, je connais cette problématique-là. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la première chose, c'est qu'on, quand on va en supermarché, aujourd'hui, le caddie moyen, selon l'Observatoire de la qualité de vie des Français, un caddie moyen hebdomadaire, c'est 145 euros. D'accord ? 145 euros. Savoir que quand on va en grande surface, sur l'équivalent d'un an, on va mettre à peu près un mois à la poubelle d'alimentation, soit parce que les dates de péremption sont dépassées, soit parce qu'on a acheté trop, il y avait des promotions, on a acheté des packs, etc., soit parce qu'on est dans une logique où du tout jetable, tout consommable, ça ne nous intéresse pas de le consommer, on n'en a pas envie, on le jette. L'équivalent d'un mois passe à la poubelle, c'est-à-dire à peu près 600 euros qui passent à la poubelle. Donc c'est déjà énorme. Vous voyez déjà que quand on sort de la grande distribution et de ces logiques-là, on va économiser un mois, c'est-à-dire un douzième de notre budget, en ne faisant rien, juste en sortant de la logique de grande distribution. Et puis on s'est rendu compte aussi, effectivement, les pâtes en vrac coûtent plus cher, simplement elles sont beaucoup plus nourrissantes. Il y a une qualité nutritionnelle quand on achète les produits en vrac ou au marché en direct avec ses producteurs, qui est autre que ce qu'on va pouvoir acheter d'ultra transformé dans le commerce, qui est, j'allais dire, au niveau nutritionnel, le niveau zéro de la nutrition, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des pâtes Panzani, effectivement, hein, elles vont coûter, je ne sais pas, 1 euro le kilo, ça coûte rien, sauf que ce sont que des brisures de blé, ce sont des résidus, ce sont des produits de mauvaise qualité. Quand on achète des pâtes en vrac semi-complètes, elles tiennent au ventre. On n'a pas besoin d'en acheter autant. Donc on achète beaucoup moins. Et nous, on s'est rendu compte que pour une famille de 4, en allant au marché, on mettait à peu près, on va dire, allez, 40 euros de fruits et légumes pour la semaine, ce qui est énorme. Hein. Quand on fait 40 euros de fruits et légumes, on mange, c'est principalement on mange ça. Ensuite, on met à peu près 30 euros chez le fromager, peut-être entre 20 et 30 chez le boucher. Ce qui est bien quand on réduit la viande, ben, c'est qu'on réduit son budget. Et puis après, pour le vrac, on met à peu près, on va dire, 40 euros par semaine. Vous voyez qu'on est à peu près entre 110, 130 euros pour consommer en circuit court sur le marché. Donc on est en dessous du caddie moyen, je vous l'ai dit, qui coûte 145 euros. Donc contrairement à ce qu'on pense, de consommer des produits frais, ça coûte moins cher. Quand on va chez le primeur et qu'on achète un kilo de carottes en pleine saison, ça vous coûte beaucoup moins cher que le sandwich triangle que beaucoup d'étudiants mangent le midi et qui est plutôt à 5 ou 6 euros. À 5 ou 6 euros, vous faites sérieusement un repas frais pour 4 personnes. Hein. Donc c'est un peu ces changements d'habitude-là, de se dire que aller chez les commerçants, c'est pas forcément plus cher, on va manger mieux, on va manger moins en quantité. Nous, on a mesuré qu'on avait réduit d'à peu près un tiers le volume d'alimentation qu'on achète aujourd'hui par rapport à ce qu'on achetait avant le zéro déchet. Donc plus de 30% en volume d'achat. On achète beaucoup moins. Et à tel point que le zéro déchet a été mis en place dans certaines communes plutôt pauvres. Je parle notamment de la ville de Roubaix, où je suis allé faire des conférences. La ville de Roubaix, il faut savoir que c'est une personne sur deux en dessous du seuil de pauvreté. Donc, frappé de plein fouet par la globalisation et des localisations, notamment dans le textile. Donc, on se retrouve avec une ville qui a beaucoup de problèmes de pauvreté dans des quartiers défavorisés. Et en installant le zéro déchet, ça a permis aux gens de finir leur mois. C'est-à-dire qu'ils consommaient en gros des produits frais, ça leur revenait beaucoup, beaucoup moins cher au repas et ils pouvaient aussi économiser de l'argent sur tout ce qui était produits d'entretien. Parce que quand vous faites vinaigre blanc et bicarbonate, ça ne coûte rien. Vous divisez par 5 ou 6 votre budget entretien. Pareil pour la cosmétique, les gels douche, tout ça coûte très cher. Donc en fait, on s'est rendu compte et c'est appliqué dans certains quartiers défavorisés que le zéro déchet permettait de faire des économies. En conclusion de cette question, nous on l'a mesuré en 3 ans, on a réduit de 30% notre budget annuel familial. De 30%. Pourquoi ? Parce qu'on a surtout arrêté de consommer du neuf à tort et à travers. On a arrêté d'aller le samedi en centre commercial pour acheter des produits dont on n'a pas besoin puisqu'on les a déjà. Et c'est la réduction dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de sortir de la société de consommation. Mais c'est là où on fait finalement le plus d'économies.
et où on épargne le plus son budget. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc la prochaine question va concerner un peu plus tout ce qui est les bénéfices que ça vous a apporté. Donc quels sont les plus grands bénéfices que le fait de passer au zéro déchet vous a apporté? Mais la première chose, c'est les économies. Réellement, le zéro déchet, ça permet de faire les économies, mais globalement, la sobriété volontaire nous permet de faire des économies. Nous, moins 30% en 3 ans sur notre budget, c'est assez énorme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, globalement, en fait, on a amélioré notre qualité de vie. On mange beaucoup mieux, c'est-à-dire que les aliments qu'on achète et qu'on transforme nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on cuisine, c'est bien meilleur que ce qu'on peut acheter déjà fabriqué dans le commerce et sous emballage, évidemment. Au passage, on protège notre santé, c'est-à-dire qu'on a éliminé beaucoup de produits qui étaient soit issus de la culture, donc c'est-à-dire pesticides, fongicides, herbicides, etc. Tous les additifs, le sucre qui est un fléau et qui se trouve dans la plupart des aliments transformés parce que ce qu'on a mis au départ comme matière première est de tellement mauvaise qualité qu'il va falloir compenser avec des exhausteurs de goût, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs. Tout ça est sorti de notre vie, de notre alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, la santé et la malbouffe, c'est une catastrophe. Quand on ajoute l'ensemble des cancers, l'obésité et le diabète, qui sont les 3 premières causes de mortalité en France, aujourd'hui, l'obésité, on en meurt autant que le tabac. Ces 3 premières causes de mortalité, c'est 500 000 personnes qui meurent chaque année liées à la malbouffe. Donc c'est un fléau, vraiment, cette grande distribution et ces supermarchés qui nous vendent des produits qui sont d'une qualité absolument médiocre, c'est une catastrophe. Donc, en faisant du zéro déchet, on protège sa santé. On va vers des produits bruts, des produits sains, le plus bio possible, le plus local possible. Et concrètement, on est beaucoup moins malade, beaucoup moins d'allergies, etc. Donc, c'est un vrai gain pour la santé. Et imaginez si toute la France faisait du zéro déchet, les économies qu'on ferait sur les externalités négatives. C'est-à-dire que cette malbouffe qui entraîne 500 000 morts, ça nous coûte des centaines de milliards d'euros annuels à traiter. Donc, pour le profit de 4 grands groupes qui finalement tiennent tout le business. Donc, voilà, on a amélioré notre santé. On a fait du lien social et ça, c'est plutôt super. C'est-à-dire que quand on va au marché, on n'est pas tout seul avec un caddie sous les néons. C'est une catastrophe. À chaque fois que j'y retourne, ça m'arrive d'y retourner pour me dépanner. J'ai qu'une envie, c'est de partir en courant. Donc, on fait du lien social. Ça fait du bien au mental aussi. Tous les gens qui font du zéro déchet me disent waouh, j'ai l'impression d'être capable de faire quelque chose. J'ai amélioré ma vie. J'ai protégé l'environnement. Et ça fait du bien au moral. Et puis évidemment, la dernière chose, mais qui est la première motivation de tout ça, c'est de protéger l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on attend que nos gouvernants décident de retirer le plastique à usage unique de la vente, on va attendre 2040. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun courage politique, aucune volonté de le faire aujourd'hui. Brune Poirson a annoncé 2040. Alors, on a interdit les sacs plastiques et les pailles. Moi, j'en vois toujours autant, personnellement. Mais on a épaissi la taille du sac plastique. Donc, en faisant le zéro déchet, évidemment, on protège l'environnement. À la fois directement, puisque c'est beaucoup moins de plastique produit, donc beaucoup moins d'emballages qui se retrouvent dans l'écosystème. Et puis, tout ce qui va être caché, c'est-à-dire que le système de production, quand vous allez en grande surface, c'est beaucoup de CO2, beaucoup de circulation de marchandises. Quand vous achetez vos cornichons, ils viennent de Chine. Votre ketchup, il vient de Turquie. La vinaigrette, elle vient de Tchéquie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette logique de globalisation, l'alimentation, évidemment, n'y a pas échappé. Donc, tous ces produits-là sont fabriqués dans des conditions assez déplorables, loin, transportés, va générer beaucoup de déchets tout au long du cycle de vie. Donc, de sortir du zéro déchet, de cette consommation-là vers le zéro déchet, évidemment, on protège notre environnement. Et en dernier lieu, et ça, j'en suis le plus fier, c'est qu'on va changer d'économie. C'est-à-dire qu'en faisant du zéro déchet, je vous l'ai expliqué, on va aller essentiellement vers des circuits courts et nos commerçants. C'est-à-dire on va sortir de cette logique de distribution et de fabrication qui est en gros fait pour des actionnaires de chez Nestlé, Danone, Unilever, et absolument pas pour nos producteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les producteurs gagnent mal leur vie. Il faut savoir que 2/3 des paysans français aujourd'hui sont déficitaires à la fin de leur exercice avant subvention européenne. C'est-à-dire que clairement, nos impôts financent la marge de la grande distribution, ce qui est assez logique. Et aujourd'hui, la condition paysanne est catastrophique avec ce système-là. En changeant et en allant vers le zéro déchet et en faisant du lien producteur en direct,
en faisant des circuits courts pour tous les aliments qu'on peut consommer, hein, on va changer d'économie. On va aller vers une économie qui est locale, qui est beaucoup plus résiliente et qui va être socialement beaucoup plus acceptable. On fait de l'équitable en faisant du zéro déchet et on évite d'acheter des produits qui viennent de loin. Donc vous voyez que finalement, c'est assez vertueux. La santé, l'argent, l'environnement. En fait, je vous parle du système puisque le déchet, je vous l'ai expliqué, est le symptôme de ce système-là. Quand on n'aura plus de déchets, c'est qu'on aura changé de système, clairement. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc la prochaine question qui est en 2 temps. Est-ce que le collectif ne peut pas être un frein en zéro déchet? Y a-t-il certaines réticences ou incompréhensions de votre famille, des enfants par exemple, au moment d'entamer cette démarche zéro déchet? Alors, 2 questions. Oui, le collectif, est-ce que ça peut être un frein? Moi, je pense que ça peut être un vrai vecteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de zéro déchet pour beaucoup de gens qui ont décidé de le faire tout seuls. C'est-à-dire qu'ils ont fait les choses en pleine conscience. Ils avaient conscience que le système était absolument pas viable, il fallait changer des choses, ça leur convenait pas. Mais là, on va parler de 5-10% de la population. Le gros morceau de la population française va sans doute faire son action zéro déchet quand on va l'aider. Il va falloir que collectivement, on mette des choses en place. Et c'est à ça que sert la politique, encore une fois, de l'agglo jusqu'à l'État et l'Europe. Ça va être d'accompagner un maximum de gens vers ces circuits courts. Il va falloir qu'on développe les circuits courts. Il va falloir qu'on fasse la transition alimentaire. Ce n'est pas uniquement une logique de l'offre et la demande, la logique libérale dans laquelle on est aujourd'hui, qui va changer le système. Il va falloir, là on montre que c'est possible, on montre qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir cette logique-là, mais il va falloir qu'on le fasse de manière collective. Donc le collectif, pour moi, et peut-être que j'ai mal compris la question, mais en tout cas, ça va être un vecteur facilitateur de la transition alimentaire, la transition économique, qui va être de nous permettre de le faire tous ensemble, avec des lois, avec une organisation. Et je suis persuadé qu'on peut le faire et qu'on sera tous gagnants. Donc le collectif, pour moi, ce sera l'étape d'après, l'étape du passage à l'échelle, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être dans cette logique-là. Et puis oui, en famille, moi j'ai ma fille qui commence à avoir 13 ans, en 5e, elle est adolescente, et là elle commence à avoir des envies de consommation, parce qu'elle a l'influence des copains, l'influence du milieu, l'influence sociale évidemment tous les jours. Donc je vois arriver des déchets dans sa chambre que je ne voyais pas avant, donc il va falloir qu'on en discute sérieusement. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est une période où on est finalement tellement centré sur la réalisation de soi, son image, sa socialisation, que d'être un peu comme les autres et en tout cas accepter, finalement ça prend le dessus sur l'environnement, le collectif, le global, la planète. Donc je crois qu'il faut faire de l'information, il faut accompagner, pas être trop rigide, je ne vais pas dire non à tout, mais il y a certaines petites choses que je vois arriver dans la chambre, des emballages qu'elle n'avait pas avant, qu'on va pouvoir éviter, et je pense que voilà, ça va être des bonnes discussions au coin du feu pour essayer de réduire tout ça. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. Et pourtant, elle est née dans une famille écolo, et elle a eu les couches lavables, elle a eu des petits pots qu'on a fabriqués nous, on n'a jamais vu un petit pot industriel. Donc voilà, comme quoi on peut baigner dans la culture et à un moment donné décider de faire autrement. Donc oui, rien n'est facile, rien n'est très simple, et c'est pas un miracle, hein. On s'adapte, évidemment. Merci pour votre réponse. Donc la prochaine question qui est un peu qui arrive à pic par rapport à l'enchaînement de cette conférence, c'est: la sphère politique s'est-elle suffisamment emparée du sujet? Peut-elle suffire à permettre le passage à l'échelle? Et quelle place pour la société civile? Donc peut-être par rapport à tout ce qui peut être au niveau de l'influence sur les citoyens. Bien sûr. Il y a plusieurs niveaux politiques. Moi, j'insiste là-dessus parce que je crois que notre démocratie est en danger depuis quelques années et encore plus depuis 1 an et demi. Je vois beaucoup de gens qui dénigrent la politique parce qu'on voit ce qu'on a vu cette semaine, hein, des élites qui font la fête dans des restaurants clandestins, etc. Et c'est tout le monde dans le même sac, tous pourris. Et il y a différents niveaux politiques, et ça c'est important de le rappeler. On a un millefeuille en France qui est pour moi indispensable à l'équilibre démocratique, évidemment. Ça va de la commune, communauté de communes agglo, en passant par le département, la région, l'État et l'Europe. D'accord ? Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le zéro déchet, et c'était votre question, il a été pris en charge par des comités de communes qui ont, et les agglos qui ont la gestion des déchets, d'accord ? C'est à eux de mettre en place un syndicat mixte, de toucher la taxe d'ordures ménagères et de gérer nos effluents. Donc,
j'ai vu beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de présidents de Comcom, beaucoup d'élus en charge, etc. Et le zéro déchet a été intégré. Moi, j'ai vu beaucoup d'ambassadeurs du tri pendant mes années ONG qui nous disaient recycler, recycler, c'est la panacée, c'est le top. Là, je sens que le discours chez les ambassadeurs du tri ont changé et on arrive vers réduire à la source. Donc le zéro déchet fait partie aujourd'hui des programmes politiques locaux sur les territoires et des personnes qui l'ont en gestion. Donc j'en suis absolument ravi. Je crois que l'association Zero Waste aussi à Paris a fait un très gros travail là-dessus et bravo à eux. Donc voilà, je pense qu'au niveau politique local, oui, le zéro déchet est rentré dans les mœurs, rentré dans les programmes, est rentré dans les actions et je vois des très beaux résultats sur plein de territoires. Le problème, c'est plutôt à la suite du millefeuille, c'est-à-dire que au niveau de l'État et au niveau de l'Europe, on a malheureusement une élite politique, économique et financière qui est la même, malheureusement aujourd'hui, et qui n'a pas pour objectif d'aller vers la transition écologique, et plutôt de faciliter aujourd'hui la circulation des marchandises, de faciliter une logique de marché et une logique financière. Donc on est dans le gain de temps, on va essayer de gagner du temps. Hein. Brune Poirson, moi j'aime bien la citer parce que c'était à 2040, on ne va pas supprimer les emplois dans le plastique, on ne va pas contraindre le business, quel qu'il soit, que ce soit de l'agroalimentaire, de la construction, etc. Donc on est dans, on gagne du temps, on fait des petites mesurettes, mais on n'applique pas, et puis c'est juste incitatif, et puis au final on se rend compte que l'État et l'Europe aujourd'hui ne jouent pas leur rôle citoyen, ne répondent pas aux attentes des citoyens, et font le zéro déchet comme beaucoup de choses malheureusement. Donc je me rends compte que la transition alimentaire et la transition écologique, le zéro déchet, en finalement, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment sur les territoires et c'est là que ça se passe. Malheureusement, il devrait être accompagné par l'État et l'Europe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, à nous de le faire en territoire, de montrer que c'est possible et de montrer que la politique, la démocratie locale est active et vivante. Merci. Donc la prochaine question, c'est le zéro déchet parfait. Est-ce que c'est possible? Et qu'en est-il de l'aspect systémique? Évidemment, on a marqué un petit mot qui est important dans notre titre, c'est famille presque zéro déchet. Évidemment, le zéro déchet n'existe pas. C'est une utopie, c'est un but. On va tendre vers le zéro déchet. On a un bocal de déchets ménagers résiduels, mais dans ce bocal-là, je ne vais pas mettre ma voiture. Hein, quand elle va claquer, ma voiture, ça va être une tonne de déchets. Hein. Je ne mets pas l'huile des vidanges, les plaquettes de frein, je ne mets pas les vêtements parce que même si on les met au recyclage, ils ne sont pas tous recyclés. La filière n'est pas parfaite non plus. Donc voilà, à partir du moment où l'homme va extraire et transformer, il va générer un déchet, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour les vêtements, la construction. Ça fait partie de tout ça. Par contre, on peut réduire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut aller vers des réductions drastiques dans plein de domaines et on peut aller vers des cercles vertueux. Je parle beaucoup de la construction parce que la construction aujourd'hui, c'est 2/3 des déchets en France. 2/3 des déchets. Aujourd'hui, un Français, c'est à peu près 14 tonnes de déchets par an, par Français. 590 kilos, ça va être la poubelle et la déchetterie. Le reste, essentiellement, les 2/3, c'est la construction, qui nous permettent d'avoir un mode de vie avec une piscine, une école, une mairie, etc., des biens collectifs, services publics, des maisons. Donc, et ce secteur-là n'évolue absolument pas. On est toujours dans une logique de construction. C'est une filière humide, hein, c'est-à-dire c'est du béton. La moitié vient de l'extérieur de notre territoire, dans une logique évidemment de mondialisation et de réduction des coûts. Donc voilà, là c'est un exemple de production de déchets qu'on pourrait réduire en allant vers la mise en place de coopératives locales, de formations locales, d'éco-construction, de filières autour du chanvre, autour du lin, autour du bois. Voilà, il y a un vrai travail à faire sur les territoires pour aller vers une construction qui soit beaucoup plus vertueuse, qui générera sans doute des déchets et des émissions, mais beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc rien n'est une fatalité. Hein. C'est évidemment, ce que tu dis dans ta question, c'est un système. Et ce système, il est issu de choix. Et c'est à nous de faire les choix individuellement et collectivement. Pour l'instant, on est plutôt sur un système qu'on nous impose par le haut et qui convient de moins en moins et à notre planète et à ses habitants. Merci beaucoup pour cette question. Une question un peu plus pratique maintenant, c'est que faire des déchets de compost pour ceux qui vivent en appartement quand aucun ramassage public n'est organisé par les collectifs locaux?
Alors, on a de plus en plus de solutions collectives de composteurs en bas d'immeuble. Ça, soit parce qu'on a un espace vert un peu plus loin, soit on a un jardin commun. Alors, quand on a cet espace-là, ce qu'il faut, c'est contacter la communauté de communes ou l'agglo et leur demander de vous accompagner dans cette démarche. Généralement, ils vous donnent les composteurs, ils vous font une petite formation, ils viennent sur place. Et ce compost-là, ce qui est génial d'ailleurs, moi j'en ai vu, ça crée du lien entre les voisins. On ne se parlait pas, mais là, on se retrouve autour du compost. Il y a des apéros compost. Donc voilà, on fait du lien social et ça permet de se reparler. Donc c'est plutôt vertueux. Et puis quand on ne peut pas faire tout ça, il y a le lombricomposteur. J'en ai fabriqué un la semaine dernière là, pour une voisine. On l'a fait en bois à partir d'une palette. C'était assez simple. Il y a des tutos sur Internet. Sinon, on peut l'acheter aussi tout près. Le lombricompostage, ça marche très bien. Ça ne sent pas. Ça ne génère pas des nuées de moucherons dans votre cuisine. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout ça va être la dégradation en direct dans votre cuisine par des lombrics de la matière organique qui va être transformée en terreau. Ça marche très bien. Aujourd'hui sur Internet, il y a tout ce qu'il faut et ça a fait ses preuves. Donc ça, c'est la vraie solution quand on est dans un petit appart au fin fond de Paris et qu'on n'a pas beaucoup de choix. Et il y a aussi, pardon, une autre alternative qui s'appelle le bokashi, qui est un petit composteur de cuisine. C'est une petite boîte et on va mettre dedans ces déchets organiques et ce qu'on appelle des EM dedans. Donc c'est issu des levures, globalement des céréales, et qui vont grignoter la matière organique et la réduire très très vite. Et à partir de là, une fois que c'est plein, on peut aller le jeter dans un espace vert. Ça fera une matière organique fertile pour les arbres, les bosquets et vos voisins, et votre mairie sera ravie. Merci beaucoup pour cette réponse. Une autre question un peu similaire. Est-ce que vous auriez des réflexions ou des conseils pour un mode de vie un peu plus étudiant? Il est par exemple difficile de déployer les mêmes moyens lorsque l'on a des logements très temporaires. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai vu des étudiants, et puis j'ai connu, pour l'avoir été aussi, d'avoir juste une chambre ou un petit studio. On a 12 mètres carrés, on a une plaque de cuisson qui est juste à la limite de la sécurité pour tout le monde, qui deviennent écarlates. Enfin, c'est assez une catastrophe. Effectivement, cuisiner dans ces conditions-là, c'est pas simple. C'est pas simple, et ça, je le conçois. Est-ce que la solution, ce serait pas de pouvoir s'équiper un petit peu, d'avoir une cuisine qui nous permette de cuisiner, plutôt que de laisser ça avec des plaques électriques de mauvaise qualité. On trouve aujourd'hui à Emmaüs ou sur Internet des choses pas chères qui nous permettent d'avoir une cuisine correcte, potable. Donc, est-ce que c'est pas, encore une fois, c'est une question de priorité aussi. On a des étudiants qui ont cette priorité-là, ça fonctionne. Peut-être se faire payer si on a les moyens d'avoir des parents qui peuvent nous acheter un petit appareil électroménager pour faire la cuisine, c'est important aussi. Donc, peut-être voir à s'équiper. D'occasion, il y a des choses. Et puis, est-ce que la solution ne serait pas collective aussi? Moi, j'imagine, mais c'est valable pour les étudiants, mais valable aussi pour des gens qui gèrent les entreprises, qui travaillent beaucoup, qui sont cadres sup, qui finissent tard le soir, d'avoir des cuisines collectives en bas d'immeuble, dans la rue, qui nous permettent de, quand on passe, pour 2-3 euros, on a la soupe du soir, on vient avec sa son petit tupperware, on l'embarque. Là, je pense qu'il y a des nouveaux métiers qui pourraient permettre justement qu'une personne cuisine pour les autres. C'était un peu le cas si on réfléchit à Paris au siècle dernier. Les ouvriers habitaient le plus souvent dans les hôtels et la concierge en bas faisait le pot-au-feu ou la soupe, et quand ils passaient le soir, ils rentraient, ils prenaient leur pot et ils allaient le manger dans leur chambre. Donc ça existait, et moi je me dis qu'il faudrait qu'on relance la cuisine collective et d'intérêt collectif en tout cas, et ça coûterait beaucoup moins cher, un peu ce que fait le Crous, au final quand on va au Crous c'est beaucoup moins cher, et ça serait une bonne solution plutôt que laisser chacun face à sa responsabilité de cuisiner et de manger. Il y a peut-être des filières à créer, et il y a peut-être des choses collectivement en étudiant à demander, clairement. Ça pourrait être ça la solution. Ouais. Je conçois que ce ne soit pas simple en tout cas. Merci beaucoup. Alors la prochaine question, comment faire pour certains produits qui sont toujours emballés dans du plastique et qui ne sont pas souvent vendus en vrac? Je pense par exemple au dentifrice ou au déodorant. Et qu'en est-il des stylos en plastique, des jouets pour un enfant en plastique, etc. Alors le dentifrice, on le fait nous-mêmes, d'accord. Il y a Michel qui vient d'arriver. Donc Michel, c'est le chat de la famille, voilà, et qui est un chat zéro déchet aussi. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, pardon, la question, je reviens.
Redis-moi la question, excuse-moi, Simon. Alors, la question, c'était comment faire pour tout ce qui est dentifrice et déodorant, comme ils Voilà, c'est sont ça. vendus sous plastique, et aussi par rapport aux stylos en plastique et jouets pour enfants. Alors, quand on a commencé, nous, le zéro déchet, on avait pas mal d'enjeux autour de tout ce qui était déchets ménagers et déchets de la cosmétique. Donc, on a essayé beaucoup de choses. On a essayé plein de choses. Alors, dentifrice, on a essayé plein de trucs. On s'est dit, on veut plus ce tube en plastique, quelle solution on a? Donc, on a essayé d'abord de se laver juste à l'eau. Là, au bout d'une semaine, tu as envie d'avoir une haleine fraîche, donc tu demandes de la menthe, tu demandes quelque chose. On a essayé au savon. Alors ça s'appelle la punition. Je vous invite surtout à ne pas essayer. Voilà, on a essayé plein de recettes, etc. Et aujourd'hui, donc je vous donne la recette. Pour nous, on prend de l'argile blanche, 3/4, donc on va dire 3 cuillères d'argile blanche, une cuillère de bicarbonate de soude, quelques gouttes d'huile essentielle. Tout ça s'achète en vrac. Les huiles essentielles sont en petits pots en verre qu'on peut recycler. Et là, vous sortez des déchets plastiques de grande distrib. Donc le dentifrice, c'est possible de le fabriquer. Il marche très bien. Et là, encore une fois, c'est l'illustration de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le dentifrice va vous coûter beaucoup moins cher. Vous n'avez pas d'emballage, donc vous protégez l'environnement. Vous protégez votre santé parce que vous n'avez pas de produits type perturbateurs endocriniens qu'on retrouve aujourd'hui dans les dentifrices industriels, notamment pour tout ce qui est antibactérien, type le triclosan, etc., qui sont sur la liste rouge de toutes les ONG. On va vous protéger votre santé. Donc, on va retrouver tout ce que je vous disais tout à l'heure, juste parce qu'on est allé dans un magasin de vrac, acheter 500 grammes ou 1 kg de bicarbonate de soude. Ça ne coûte rien et vous en avez pour des lustres. Donc, voilà, le déodorant, pareil, on a mis des recettes dans notre livre de déodorant à base d'huile de coco, de palmarosa. Il y a plein de recettes aujourd'hui aussi sur Internet pour faire son déo. Et là, encore une fois, je vous invite vraiment à éviter les déodorants industriels. C'est une catastrophe pour votre santé. Ça a été prouvé, malheureusement, que c'était lié au cancer du sein, avec notamment tout ce qui était aluminium, etc. Donc, encore une fois, on sort de cette alimentation et de ces produits industriels, pardon, pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus sains. Ça nous revient moins cher, on achète en vrac et on peut le fabriquer. Voilà. Et dans le magasin de vrac, aujourd'hui, on vous propose tous ces produits. Si vous ne voulez pas fabriquer, on va vous proposer des dentifrices en vrac, on va vous proposer des déos qui soient vertueux pour votre santé, l'environnement, etc. Donc, voilà, les solutions, on les a. Nous, à l'époque, on a fabriqué parce qu'en 2014, il n'y avait pas de magasin de vrac, ou très peu en France. Donc, il a fallu qu'on cherche des solutions tout seul. Voilà. Donc, c'est possible. Hein. Encore une fois, on a quasiment toutes les solutions pour arriver à ne pas avoir d'emballage. Merci beaucoup. Je me permets de rajouter aussi pour le dentifrice, il y a aussi, je sais pas ce que ça vaut, ce que j'ai jamais essayé, mais des dentifrices solides qui sont apparus il y a pas très longtemps, qui peuvent être aussi une solution pour ne pas faire produire de déchets. Et du coup, la question portait aussi sur tout ce qui pouvait être les stylos en plastique, etc. Quelles sont les solutions que vous avez trouvées du coup? Alors nous, on a eu un beau challenge, c'est qu'on a 2 enfants qui sont scolarisés. Ça vous arrivera aussi, Simon, tu verras. Et du coup, tu te retrouves avec un cartable qui va produire beaucoup de déchets. Donc, la première chose, c'est qu'on a arrêté de remplir la liste de la maîtresse, là, chaque mois de septembre, et d'aller remplir un caddie pour acheter tout ça tout neuf. Donc, ça, première chose, on a essayé de reprendre d'une année sur l'autre tout ce qui existe déjà. Donc, le cartable, on évite le plastique pour le cartable, on va aller vers du tissu ou du cuir. La trousse, pareil, aller vers des matières qui durent et qui ont une fin de vie qui soit vertueuse, donc tissu. Pareil pour tout ce qui va être rapporteur, règles, etc. On va prendre du bois ou du métal qui ont une longue durée de vie plutôt que le truc en plastique qui va se casser, on ne peut plus faire le trait bien comme il faut. Moi, quand j'étais gamin, j'avais toujours un petit décrochage. Donc voilà, on a changé la matière. C'est-à-dire que pour tout ce qui est fourniture, et là je parle aux étudiants aussi, essayez de sortir du plastique. On peut avoir un classeur qui soit pas en tissu, qui soit pas en plastique. On peut avoir des cahiers qui ne soient pas avec des spirales. On peut avoir voilà, des feuilles qui ne soient pas emballées dans un blister plastique. Tout ça, ça se trouve. Il y a d'abord un bon site qui s'appelle EcoBuro, ECOBURO, et qui peut vous fournir et vous proposer plein de choses. Pour ce qui est des stylos, on peut avoir des stylos à pompe, à encre. Nous, on a des cartouches qu'on recharge, donc on a un gros pot d'encre et on recharge les stylos de nos enfants et le stylo dure longtemps. Donc en fait, on s'est retrouvé d'une année sur l'autre à acheter très 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 peu de choses. Là, on n'a pas trouvé de solution, c'est les effaceurs, malheureusement. Donc on a acheté des gommes bleues qui gomment. Le
le stylo. Donc ça va déjà mieux, mais c'est pas non plus le top du top. Et puis les feutres, on a décidé de passer à de la qualité. C'est-à-dire que quand vous achetez, vous savez, la grande tablette de 100 feutres Made in China et qui, au bout de 2 semaines, vous avez déjà la moitié qui est à la poubelle, ben, encore une fois, c'est aller vers de la qualité, acheter des feutres qui durent. Et comme la maman est graphiste, on a du matériel de dessin et donc des feutres qui sont à longue durée de vie, de très bonne qualité. Là, encore une fois, c'est de se dire, je mets plus cher à la base, mais ça dure plus longtemps. Je dis souvent, j'ai pas les moyens d'acheter des trucs pas chers. C'est-à-dire que quand c'est pas cher, on passe son temps à les racheter. L'obsolescence est dans l'objet. Et donc, en permanence, on va devoir les renouveler. Et au final, quand on fait les comptes, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter de la qualité au départ. Donc voilà, donc on allait vers la qualité et essayer de sortir du plastique. Et finalement, ben, on a enlevé beaucoup de déchets liés aux fournitures. Merci beaucoup. Du coup, il y a une question qui est inévitable maintenant, c'est par rapport à Michel, votre chat. Comment on fait un chat zéro déchet? Comment on fait? Alors, comment un chat peut être zéro déchet plutôt? C'est hyper simple. Ce qui va produire du déchet, c'est la litière. Donc nous, on a la chance d'avoir un jardin, donc il va dehors. Hein, il fait ses petites commissions dehors, donc on n'a pas de litière. Si vous êtes obligé d'avoir une litière, ce qui est intéressant, c'est de prendre, à la fois pour sa santé et l'environnement et le zéro déchet, c'est de prendre des litières qui soient compostables, végétales. D'accord. Donc vous pouvez après les mettre dans le compost, il n'y a pas de problème. Généralement, c'est des sciures de bois qui vont être compactées, un peu comme les granulés pour le chauffage, et qui vont se retrouver dans la litière. Et c'est beaucoup plus simple pour eux que des litières minérales, où on se retrouve le plus souvent avec des produits chimiques pour les traiter, et qui vont évidemment aller dans le corps du chat. Donc vous protégez sa santé. Et pour ce qui est de l'alimentation, là c'est pareil, on a fait comme le dentifrice, on a essayé plein de choses, et on a essayé de faire la pâtée du chat au départ. Et les chats, c'est comme diraient les nuls, et ils s'en foutent pas une. Et surtout l'alimentation, ils sont hyper difficiles. Si on n'a pas la bonne marque, ils vont pas le manger. Donc on a essayé de faire la pâtée au début, on a pris des recettes, on allait prendre le mou, c'est-à-dire les déchets à la charcuterie pour le chat. On s'est dit, ça va être génial, il va se régaler. Pas du tout. Il voulait sa marque de croquettes. Donc on a réussi à trouver des croquettes en vrac qu'il apprécie. Donc voilà, la solution, c'est de les prendre en vrac et d'éviter les emballages. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. La prochaine question est un peu plus globale. C'est comment résister à la facilité de la société de consommation. Donc, j'ai expliqué peut-être un peu la question. C'est le fait que la solution la plus simple, entre guillemets, sera toujours une solution avec du plastique et avec un déchet. Et donc, comment résister un peu à cette facilité que nous amène cette société de consommation? C'est bien le problème. C'est bien le problème, c'est qu'on est dans une société de la facilité, et avec le numérique encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je clique et je reçois chez moi par la poste, sans même avoir bougé, le colis de chez Amazon. Et là, la filière est juste catastrophique. C'est-à-dire que cette facilité nous amène évidemment à faire des mauvais choix. Et en plus de la facilité, il y a l'addiction. C'est-à-dire que la consommation est une addiction. Et le marketing se base là-dessus. Ce n'est pas à vous, étudiants, que je vais l'apprendre. On est sur toujours la même échelle du désir et de la satisfaction. Hein. On est sur la réalisation personnelle à chaque fois que je fais un achat. On est sur le narcissique, on est sur la satisfaction immédiate. Donc, on est à la fois dans la facilité et à la fois dans l'addiction. Et c'est très compliqué, évidemment, surtout quand on habite en ville, où l'essentiel des vitrines, ce sont des choses à acheter. Donc, on est sollicité en permanence, un peu moins quand on est à la campagne ou en semi-rural, où on a moins de logique d'achat. Donc, effectivement, la seule résistance qu'on peut avoir réellement, hein, c'est de le décider, c'est-à-dire de la conviction personnelle et de se dire, non, je ne l'achète pas et j'arrête d'avoir une mauvaise habitude d'acheter tout ce qui me passe devant le nez. C'est compliqué, je n'ai pas dit que c'était simple et c'est bien le nœud du problème. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une habitude, c'est 3 semaines. En psychologie, on estime que 21 jours, ça permet de changer d'habitude. Donc, essayez de résister pendant 3 semaines, de ne pas faire de shopping. Et après, vous avez déjà commencé à entamer le changement. C'est des challenges personnels. Il faut le vouloir. Il faut en avoir envie, évidemment. Ce qui est intéressant, moi, je faisais une chose, c'est qu'on se posait la question du besoin. À chaque fois qu'on voulait acheter quelque chose, on le faisait avec ma femme, on se posait la question, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Faites-le, faites ce jeu-là, et vous allez vous rendre compte qu'à la perte du temps, quand on achète quelque chose, effectivement, non, on n'en a pas besoin, on l'a déjà. Voilà, le 14e pantalon pour mettre au-dessus des 13 dans l'armoire,
Ok, c'est vrai qu'il fait un super derrière, on est super beau avec, mais on n'en a pas vraiment besoin. Et on se rend compte qu'on consomme beaucoup de choses dont on n'a pas besoin, qui ne font pas partie de nos besoins primaires, etc. Donc, réinterroger ce besoin et de se dire, je dépense moins, quitte à faire une cagnotte. Je connais des gens qui ont fait ça, qui m'ont raconté que plutôt que de dépenser ce qu'ils dépensaient avant dans le commerce, ils mettaient en cagnotte et ils se payaient un beau voyage en famille à la fin de l'année. Et ça va assez vite au final. Donc ça peut être un stimulant, comme quelqu'un qui arrête de fumer. Hein. C'est la même addiction, hein, la consommation. Hein. Quelqu'un qui arrête de fumer et qui met son billet dans le pot et qui, à la fin de l'année, se paye un super truc. Ouais, ça peut être ça, pourquoi pas. En tout cas, malheureusement, on ne vous accompagnera pas là-dessus, sur cette addiction-là. Au contraire, tout est fait pour qu'on consomme. Merci beaucoup. Donc la prochaine question qui est un peu liée aussi à celle auquel vous venez de répondre, c'est selon vous, quels seraient les plus gros freins au zéro déchet? Les plus gros freins aujourd'hui Oui. On n'est pas aidé, quoi. Malheureusement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui une politique globale, nationale et européenne qui nous emmène vers la transition écologique. Au contraire, on est dans un durcissement aujourd'hui du système libéral et d'une logique de marché qui nous entraîne vers justement le moteur de tout ça, qui est la consommation. Donc, on n'est pas franchement aidé. Les freins, pour moi, le principal frein aujourd'hui, c'est que l'organisation collective n'est pas ce qu'elle devrait être, clairement. Alors qu'on a des volontés citoyennes, on a les élus locaux, on a beaucoup de démarches aujourd'hui qui vont dans le sens du zéro déchet et de la transition. Et que le passage à l'échelle ne se fait pas parce qu'il n'y a pas une volonté politique, clairement. Et je crois qu'il faut vraiment le dire aujourd'hui. Et pour moi, le principal frein, il est là, clairement. Clairement. Et quand on a des élus qui font des choses, ils sont fortement critiqués. Vous êtes à Grenoble, on peut prendre l'exemple d'Éric Piolle qui fait pour moi des belles choses pour la transition écologique, notamment, on parlait de la consommation, d'enlever les 4 par 3 de publicité de produits privés hein, dans la ville, c'est une mesure forte. Oui, c'est limiter le marketing, donc c'est limiter l'envie, c'est limiter cette facilité et ce désir. Donc voilà, là, on a un courage politique et des actions qui vont clairement dans le sens du zéro déchet. Donc bravo à ce conseil municipal d'avoir pris cette décision-là. Et ce n'est que le début, ça devrait être que le début. Et rien que ça, c'est déjà une bataille. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer du coup à ce que je pense être la dernière question. Est-ce que, selon vous, c'est possible de sortir la démarche zéro déchet du cadre privé ou personnel et de l'appliquer aussi dans un cadre professionnel, par exemple, ou d'autres cadres? Ça, c'est pas facile. J'ai rencontré et je suis allé faire des conférences dans pas mal de grandes boîtes, Airbus, Decathlon, enfin bref, il ne faut pas les citer. Et là, on se retrouve à une inertie du système, c'est-à-dire qu'on est un petit maillon de cette de chaîne de production et de décision. Et c'est assez compliqué. Donc, je vois des gens qui, dans le domaine professionnel, vont essayer de faire ce qu'ils peuvent avec la machine à café. Rien que ça, la bataille que c'est de la machine à café dans une entreprise pour virer les gobelets en plastique, les touillettes et pour avoir chacun un mug. Et c'est des batailles que mènent les gens. Alors, c'est des batailles importantes, même si ça peut sembler dérisoire comme somme de plastique au bout, c'est une symbolique. C'est-à-dire que si on peut changer ça, on va peut-être pouvoir changer le reste. C'est pour ça que la bataille est aussi féroce. Voilà, les logiques de papier, les logiques de consommation d'intrants dans l'entreprise, etc. Mais bon, quand on bosse pour une société de cimenterie, de fabrication d'armes ou je ne sais quelle autre industrie, l'entreprise elle-même génère des déchets. L'entreprise elle-même n'est pas une entreprise écologique. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont conscience individuellement, mais qui, au niveau professionnel, vivent la schizophrénie parce que ils sont dans une logique de production et de pollution pour lequel, malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ce n'est d'aller vers un autre secteur. Donc, le secteur professionnel, c'est compliqué. Si on ne fait pas la transition écologique globale, c'est-à-dire qu'on change de système, on change de société, on change de mode de vie, on restera au mieux sur des petites mesurettes, au pire sur du greenwashing, parce que on va pouvoir mettre en avant dans la communication de l'entreprise les mots, les 3 petits trucs qui ont été faits. Malheureusement, le système ne change pas, donc on génère toujours autant de nuisances. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas simple, mais il faudrait qu'on y aille collectivement, ouais. Clairement. Là-dessus, c'est évident. Bon, bah, je pense qu'on peut terminer
la conférence sur ces belles paroles. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir pris de votre temps pour nous proposer cette conférence qui clôture ce festival. Bravo à vous. Merci beaucoup. Je me permets de remercier aussi toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long de ce festival, sur toutes les conférences, qui ont participé à tous les ateliers, qui ont participé aussi à toutes les activités. Ça fait plaisir de voir autant de personnes qui nous soutiennent. Et aussi, un grand merci à tous les bénévoles qui sont venus se rajouter tout au long du temps, pour nous aider sur ce week-end. Merci à tout le monde. Et bonne soirée du coup et bonne fin de week-end à tout le monde. Et normalement, vous pourrez réinsister à toutes ces conférences qui devraient sortir le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci pour vos commentaires. Très sympa. Bonne soirée. Au revoir Simon, merci. Au revoir, merci.